Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser l'action Adobe. Donc en fin de vidéo je vous dirai est-ce que je trouve que le prix actuel est intéressant et sinon je vous dirai à quel prix moi je suis intéressé pour l'acheter. Et puis avant ça on va regarder si Adobe rentre dans mes critères de qualité. Donc est-ce que je considère que c'est une entreprise de qualité. Donc c'est parti. Première chose que je regarde comme d'habitude quand j'analyse une entreprise, c'est le business model. Donc Adobe, c'est pas une entreprise sur laquelle je me suis beaucoup penché jusque-là, donc j'ai commencé à regarder ça aujourd'hui. Donc l'idée c'est de voir est-ce que je l'ajoute à ma watchlist. Donc comment Adobe gagne de l'argent. Donc on voit qu'il y a deux segments qui font quasiment tous leurs revenus, et donc il y a un segment qui s'appelle Digital Media qui fait 73% des revenus. Donc ça c'est ce que tout le monde connaît je pense, donc c'est Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro donc pour le montage vidéo tout ça, Lightroom, InDesign, etc. Donc tous leurs logiciels de design. Et il y a aussi une partie liée aux documents, donc Adobe Acrobat, Sign, Scan, etc. Donc ça c'est la partie que tout le monde connaît, 3/4 des revenus, et c'est un business par abonnement, donc très prévisible dans le temps. Et la partie Digital Experience qui représente 1/4 des revenus, ça je ne connaissais pas, et c'est aussi des abonnements mais pour Adobe Experience Cloud, et c'est des outils d'optimisation marketing, donc des outils marketing d'analytics, de ciblage, de management, de campagne publicitaire, etc. Donc ça, j'ignorais totalement cette partie du business d'Adobe, et c'est apparemment la partie qui a la croissance la plus forte. Donc si je décide de me pencher plus sur Adobe, si je décide de l'acheter, faudra que je rentre un peu plus en détail sur cette partie Digital Experience, donc voir exactement en quoi consistent les produits, voir quelle est la croissance de ce segment-là par rapport à la partie Digital Media qui est plus grosse, et aussi voir quelle est la différence au niveau des marges. Bon, c'est deux business qui ont des très hautes marges, ça doit être assez similaire, mais il y a peut-être une différence, et par exemple c'est bien quand un segment qui a des marges plus élevées a une croissance plus forte, puisque ça veut dire que les marges du business vont être en hausse. C'est le cas par exemple pour Apple avec leur partie service, qui croît plus fortement que tous les produits physiques. Et à l'inverse, dans le cas de PayPal, leur business, leur nouveau segment qui a la croissance la plus forte, c'est un business à marge bien plus faible, donc c'est moins avantageux. Donc voilà, ça ce serait des sujets à creuser par exemple. Et d'ailleurs comme d'habitude, si parmi vous, j'imagine qu'il y en a qui connaissent très bien Adobe, n'hésitez pas à mettre vos analyses personnelles en commentaire. Ça m'intéresse moi et sûrement aussi plein d'autres personnes qui les liront. Et ici j'ai ouvert dans un onglet, donc la partie, donc ça c'est le produit Adobe Experience Cloud, donc qui est dans cette partie Digital Experience. Et donc on peut voir un petit peu le type de produit que c'est. Et donc là apparemment ça permet de générer des variantes de visuels. Par exemple un visuel de publicité ou un visuel qu'on utilise sur son site. Et comme ça on va pouvoir comparer les taux de conversion. Donc je trouve ça super intelligent qu'ils aient fait ça, puisque la base de leur business c'est du coup tout ce qui est visuel. Et le fait de lier ça à l'aspect marketing digital, je pense que c'est un move très intelligent. Et là, juste pour jeter un petit coup d'œil rapidement, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette partie-là, mais là apparemment c'est des trucs de IA générative, donc pour générer des images à partir de texte, etc. Ici on a des analytics, ici un truc de e-commerce. J'ai l'impression que c'est un CMS pour faire du e-commerce, donc ce serait un peu concurrent à Shopify. Ok, donc ils ont des produits liés à tout ce qui est visuel, et après aussi ils s'en éloignent pour faire toute une suite marketing globale, j'ai l'impression. Ok, donc maintenant on a vu le business model. Donc première question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont sur des bonnes tendances long terme, ou est-ce que je pense qu'ils sont voués au déclin? Donc je pense que clairement ils sont pas voués au déclin, bien au contraire, puisque c'est une boîte qui est dans tout ce qui est vidéo, image, donc tout ce qui est création de contenu en général, et aussi online marketing. Donc je pense qu'ils sont clairement sur une bonne trend. Et puis au niveau de la nature du business, donc c'est excellent puisque c'est du software avec des abonnements, donc revenus récurrents, donc prévisibles. Et on voit tout de suite qu'ils ont un moat, donc rempart concurrentiel, il y en a plusieurs. Et dans le cas d'Adobe, le principal, de loin, je pense que c'est des switching costs ou coûts de transfert. Donc une fois qu'on est formé à utiliser les logiciels d'Adobe, comme par exemple quelqu'un qui aurait appris à faire du montage vidéo sur Adobe Premiere Pro, ou quelqu'un qui aurait appris à faire de la retouche d'image sur Adobe Photoshop, à ce moment-là c'est compliqué d'arrêter totalement d'utiliser ces produits-là pour repartir de zéro sur des nouveaux. Et c'est encore pire si c'est une entreprise qui a formé ses équipes sur ces produits-là. Et quand une entreprise a un mode donc de switching cost, ça peut lui permettre ça peut pardonner une qualité de produit inférieure, en tout cas jusqu'à un certain point.
C'est par exemple ce qu'on voit avec Microsoft, mais pour Adobe, je ne suis pas utilisateur des produits, mais j'ai l'impression que c'est des produits qui sont appréciés et qui font partie des meilleurs du marché, voire qui sont les meilleurs du marché. Donc c'est compliqué aujourd'hui de venir les concurrencer. Donc maintenant qu'on a vu le business model, donc déjà pour l'instant ça part très bien, on va aller regarder mes critères de qualité pour voir si Adobe les remplit. Donc je commence par regarder, donc j'ai 6 critères, je commence par regarder la croissance annuelle du revenu. Donc je rappelle que moi mon objectif en bourse c'est la croissance maximum de mon patrimoine. Donc c'est pas la stabilité ou c'est pas les dividendes ni rien. C'est juste faire croître mon capital le plus possible, donc avoir la meilleure performance possible. Et donc une bonne performance, ça implique nécessairement une bonne croissance du free cash flow par action. Et pour avoir une bonne croissance du free cash flow par action, ça passe déjà par une croissance du revenu. Donc dans le cas d'Adobe, ils ont une très bonne croissance. Donc en moyenne, sur les 5 dernières années, on est à 16,54% par an. Et moi, je veux une croissance supérieure à 10%. Donc on peut aller voir ce que ça donne au niveau de l'évolution. Donc ça, c'est exactement le type de courbe d'évolution de revenus que je cherche. Donc c'est parfait. Et on voit que d'année en année, c'est des croissances très très élevées, avec petit ralentissement en 2022-2020, mais c'est quelque chose qu'on a vu chez énormément de boîtes après le Covid. Et ça reste quand même des bonnes croissances supérieures à 10%, même au plus faible. Donc c'est parfait. Ensuite, critère suivant, c'est la croissance annuelle du free cash flow. Donc c'est important de regarder ça aussi, parce qu'on pourrait avoir une boîte avec des marges qui sont totalement en train de baisser. Et si c'est le cas, on va avoir un free cash flow qui croît beaucoup moins vite que le revenu. Je rappelle que le free cash flow, c'est ce qui reste quand on prend le revenu de l'entreprise et qu'on enlève toutes ses dépenses. C'est avec ça qu'une boîte peut réinvestir sur elle-même, faire des acquisitions, rembourser de la dette, racheter ses propres actions et verser les dividendes. Donc là, on est toujours au-dessus des 10%. Donc c'est inférieur à la croissance du revenu. Donc il y a peut-être un sujet de réduction des marges à aller vérifier. Donc on peut regarder l'évolution. Alors le free cash flow a l'air de croître globalement plus vite que le revenu, ce qui fait que la moyenne des 5 dernières années est inférieure à celle du revenu. C'est qu'il y a eu une baisse en 2023. J'ai pas lu les rapports annuels de cette boîte, donc je sais pas quelle est la cause de cette baisse. J'ai pas du tout suivi, mais si quelqu'un le sait, mettez-le moi en commentaire. Donc ça peut être potentiellement une acquisition ou quelque chose comme ça. Ah bah oui, ça doit être Figma, du coup je viens de repenser, ils avaient fait l'acquisition de Figma, donc j'imagine que ça doit être ça. Et racheter Figma pour Adobe, je pense que c'est un excellent move. Après, le problème qui peut se poser, c'est qu'ils l'ont peut-être acheté très cher. Mais voilà, globalement, en tout cas, niveau croissance du free cash flow, mon critère est rempli. Ensuite, alors ça c'est un changement que j'ai fait, donc c'est un tout petit changement, ça change vraiment quasiment rien. Avant je regardais le ROE, maintenant je vais regarder le ROCE. La raison c'est simplement que dans le cas du ROE, il peut y avoir des cas particuliers qui rendent l'interprétation un peu plus compliquée. Je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, vous regardez aussi les vidéos de Xavier Delmas. Et donc récemment, il avait fait une vidéo où il parlait de VeriSign. Et VeriSign, c'est un cas d'entreprise qui a un ROE négatif. Donc ça pourrait donner un faux signal négatif. Mais sauf que c'est un cas particulier et que dans leur cas, c'est pas un problème. C'est parce que c'est une boîte qui préfère s'endetter beaucoup pour faire des rachats d'actions, parce qu'ils ont une très très bonne rentabilité sur l'argent qu'ils réinvestissent dans le business. Et donc ils préfèrent pas utiliser leur cash pour acheter des actions, ils préfèrent utiliser de la dette pour faire ça. Et donc pour éviter ici d'avoir des cas où on a une valeur négative, mais en fait c'est pas un indicateur négatif, j'ai préféré prendre quelque chose de plus polyvalent, donc le ROCE. Au niveau du sens, ça reste à un détail près la même chose, donc ça nous indique si une boîte a un bon retour sur investissement quand elle investit sur elle-même. Et la nuance, c'est que au lieu de calculer, alors dans mon cas je fais free cash flow, normalement là c'est le net operating profit after taxes, dans le cas du ROE c'est le net income au numérateur. Bon, dans mon cas, dans les deux cas, je mets le free cash flow. Et donc c'est free cash flow divisé par, donc dans le cas du ROE, c'est divisé par l'equity ou capitaux propres. Et dans le cas du ROCE, c'est divisé par l'equity plus les long-term liabilities ou dettes long terme. Donc ce qu'on trouve dans le bilan, c'est passif non courant. Donc en gros, ça nous donne la rentabilité de tous les investissements qui sont faits dans la boîte, que ce soit via des capitaux propres, soit via de la dette. Et il y a une autre alternative aussi qui est très connue, c'est le ROIC, et c'est quasiment à des petits détails près la même chose. Simplement le ROCE a une formule qui est plus simple, donc j'ai préféré utiliser celui-là. C'est par exemple un des critères principaux de Terry Smith, et il n'y a quasiment aucune diff avec le ROIC, donc voilà, les deux sont tout aussi polyvalents. Donc voilà, maintenant je regarde plutôt le ROCE, et donc dans le cas d'Adobe, on a un ROCE qui est de 33,17%
en moyenne sur les 5 dernières années. Donc c'est très très bien, donc moi je le veux au-dessus de 15%. Quand je regardais le ROE, j'avais mis 15%. Alors en général, on cherche un petit peu plus bas quand on regarde le ROCE ou le ROIC, mais vu que j'hésitais à monter mon critère de ROE de 15 à 20, je me suis dit bon bah je vais prendre le ROCE et je laisse mon critère à 15%. Donc voilà, donc pour Adobe, c'est parfait, critère rempli. Ensuite, question suivante. Dans mon cas, vu que je suis investisseur particulier, j'ai pas envie de me casser la tête avec des cas compliqués, j'ai pas envie d'accorder trop de temps à mes investissements. Donc j'élimine les entreprises qui sont endettées. Donc dans le cas d'Adobe, ils ont aucune dette. Ils ont même un ratio dette nette sur free cash flow négatif. Donc ça veut dire qu'ils ont un excédent de cash sur leur bilan. On va les regarder. Donc on voit que le total de la dette, il est de 4 milliards. Je vais me mettre, oui, trimestriel. Donc le total de la dette, il est de 4 milliards. On prend le cash ici, il est de presque 8 milliards. Ah oui, non, c'est cette ligne-là qui est prise, donc juste cash et cash equivalence. Donc 7 milliards. Et donc pour avoir la dette nette, on fait le total de la dette, donc 4 milliards moins 7 milliards, et on arrive à moins 3 milliards. C'est-à-dire qu'il y a un excédent de cash, donc ils ne sont pas du tout endettés. Donc ce critère est complètement rempli. Cinquième critère que je regarde, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation. Et je veux qu'il ne soit pas en hausse, parce qu'un nombre d'actions en hausse, ça veut dire que les actionnaires déjà présents se font diluer, donc la part du business qu'ils possèdent, elle diminue forcément. Si on a acheté un certain nombre d'actions et que ce nombre d'actions augmente, la part de l'entreprise qu'on diminue. Et tout à l'heure, je disais que la performance d'une action, c'est avant tout la croissance de son free cash flow par action. Et forcément, si le dénominateur, donc le nombre d'actions, il augmente, et ça va freiner la croissance du free cash flow par action. On va avoir un free cash flow par action qui croît moins vite que le free cash flow. Donc c'est quelque chose qu'on préfère éviter. Et dans le cas d'Adobe, ils rachètent plutôt des actions. Donc sur les 5 dernières années, le nombre d'actions a baissé de 6,63%. Donc c'est quelque chose qu'on peut aller regarder en détail dans le compte de résultat ou income statement. Hop, tout en bas. Et on voit qu'effectivement, donc il n'y a pas de... Parce que des fois, il y a un peu des dents de scie, donc c'est pour ça qu'il faut vérifier. Mais dans le cas d'Adobe, c'est régulier depuis 2013. Et on voit que depuis, ils rachètent des actions tous les ans. Alors c'est un tout petit peu à chaque fois. Donc c'est parfait, mon critère est rempli. Et dernier critère, je regarde le niveau de marge, puisque si une boîte a des marges très faibles, genre 3, 4, 5%, au moindre problème, elle va se retrouver à perdre de l'argent, et donc c'est pas bon. C'est pour ça que je veux des boîtes qui ont des marges qui sont suffisamment confortables, donc au minimum de 10%, marge du free cash flow. Et dans le cas d'Adobe, on a des marges apparemment énormes de 40%, c'est très élevé. On peut aller regarder également l'évolution. On voit que c'est des marges qui ont était plutôt en hausse à long terme, donc c'est très bien. Une baisse récemment, mais il doit y avoir l'acquisition de Figma dans l'histoire, à vérifier. Mais en tout cas, on a bien des marges qui sont assez stables et qui sont même globalement en hausse et qui sont très élevées. Donc c'est parfait comme sujet à aller vérifier. Il y a donc cette baisse-là, vérifier si c'est bien l'histoire de Figma. En fait, j'ai pas vérifié si l'acquisition avait été finalisée ou pas. Donc c'est peut-être une autre raison, mais voilà, c'est mon hypothèse. Un autre sujet intéressant, c'est donc voir est-ce que ce segment Digital Experience, il a des marges qui sont différentes de la partie digital media. Donc ça permettra de prévoir un petit peu à l'avenir comment vont se comporter les marges d'Adobe. Donc si cette partie digital experience, elle a bien une croissance qui est plus forte, et si elle a des marges qui sont plus élevées, on va avoir les marges globales d'Adobe qui augmentent, et inversement, etc. Donc voilà, ça c'est des sujets à creuser, mais en tout cas, les marges sont totalement validées. Donc tous mes critères de qualité pour Adobe sont validés. On a vu qu'ils avaient un moat qui, je pense, est fort. Ils ont un bon business model. Ils sont sur des bonnes trends long terme. Donc c'est une boîte que j'ai ajoutée tout à l'heure à ma watchlist. Et donc maintenant, on va passer à la valorisation pour voir est-ce que le prix actuel me paraît correct pour investir ou est-ce que je vais préférer attendre une meilleure opportunité. Donc pour ça, on va utiliser le discounted cash flow. Donc pour me simplifier la vie, la première chose que j'aime faire, c'est aller regarder quelles sont les hypothèses qui justifieraient le prix actuel. Et comme ça, je me demande simplement, est-ce que je suis à l'aise avec ces hypothèses ? Je trouve que c'est la manière la plus simple finalement d'utiliser un discounted cash flow. Donc d'abord, on va commencer par fixer le ratio price sur free cash flow. Donc on voit qu'en moyenne sur les 5 dernières années, c'est 37, donc c'est très élevé. Sur les 10 dernières, 34, très élevé aussi. Et si on va voir l'évolution du PE ratio, alors je trouve jamais l'évolution du price sur free cash flow ratio, donc je l'ajouterai au site. Mais donc on va regarder ça vu que c'est assez proche. Et alors ce qui est problématique avec ce genre de boîte, c'est que ça fait maintenant 8 ans qu'elle est à des ratios qui sont dans les 40, 50, voire 60, avec un plus bas. Là, il y a eu un plus bas il y a
Ici, là, quand on était fin 2022, on a eu un plus bas à 32, donc 32 c'est déjà un multiple qui est très élevé, donc c'est compliqué pour moi, dans mes estimations, de mettre des multiples aussi élevés. Après, on voit que c'est une entreprise qui a des ratios price sur free cash flow qui ont l'air d'être en général un peu plus faibles que le ratio price earnings. Donc dans mes estimations, moi ça me dérange quand même de mettre des ratios du genre 30, même si c'est une boîte qui est de très bonne qualité, la moyenne en bourse c'est quand même 15. En ce moment il y a par exemple Google qui est à 25, qui est souvent même à 20. Récemment on a eu Meta à genre 12. Je sais pas, en 2016 il y avait Apple, pareil à 10. Il y a 10 ans, il y avait Microsoft aussi à 10, et c'est certes des extrêmes bas, mais elles n'atteignent pas pour autant des 40-50. Donc, bon, je vais mettre, on va commencer par fixer à 25, le price sur free cash flow ratio, et ensuite on va jouer sur la croissance, donc si on met 12% par an. Alors moi je regarde toujours à quel prix il faudrait que j'achète pour justifier une performance annuelle de 13% par an. Pourquoi 13%? Parce qu'un ETF S&P 500, ça a historiquement donné du 10% par an. Et donc si je fais du stock picking, c'est pour faire mieux que le marché. Et je veux aussi avoir une marge de sécurité au cas où j'ai raté quelque chose dans mon analyse, ou bien si jamais il se produit des événements que j'aurais pas pu prévoir, type signe noir. C'est pour ça que je prends un écart de 3% dans mes estimations par rapport à la moyenne historique du marché. Et donc là, avec 12% de croissance et un multiple de 25, il faudrait que j'achète à 496, donc c'est toujours pas bon. Et là, on y est presque. Donc ce serait par exemple... Voilà, donc approximativement, si aujourd'hui j'achetais donc Adobe à $590, ça voudrait dire que je table sur une croissance annuelle de 14% par an sur les 10 prochaines années, et que dans 10 ans, il soit à un multiple price sur free cash flow de 26. Donc on a vu par rapport à leurs données passées que c'est totalement possible. Surtout que j'ai pris une marge de 13%, enfin une marge de sécurité en voulant 13% par an de performance. Donc c'est un scénario qui est possible, mais en même temps je suis pas hyper à l'aise de parier là-dessus. On a vu par exemple récemment... Voilà, aujourd'hui on est à 590, et alors à l'époque j'avais pas du tout regardé Adobe, et j'avais plutôt investi dans Meta, que je regarde pas, et Baba, où là c'est différent, j'aurais peut-être préféré prendre Adobe. Mais voilà, on avait Adobe à 275, et enfin on l'a eu longtemps à des prix qui ont l'air intéressants quoi. Je sais pas, de avril 2022... à peut-être... ça a duré 1 an, quoi, en gros. Donc c'est vrai que ça m'embêterait d'acheter Adobe aujourd'hui, et là, c'est quand même des estimations qui sont totalement possibles, mais qui donnent, pour le coup, pas vraiment de marge de sécurité, quoi. Parce qu'après, si je fais varier, par exemple, je sais pas, là, je descends à 23, et ici, je mets... Ils font seulement 12% de croissance, dans ce cas, c'est plutôt à $468 que je devrais acheter. Donc dans mon cas, si ça descend à nouveau en dessous des $400, déjà, c'est sûr... qu'à ce niveau-là, ça m'a l'air vraiment intéressant. Et je rappelle que c'est que mon avis, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut que vous achetiez à ce prix-là, etc. Je peux me gourer. Mais voilà, en attendant, au-dessus de $400, je suis pas à l'aise pour en acheter en tout cas. Donc comme d'habitude, en ce moment, je suis plutôt en attente de correction. Toutes les boîtes qui m'intéressent, je les trouve un peu chères, et on pouvait les avoir à des prix intéressants il y a plusieurs mois ou il y a 1 an. Et on sait qu'en bourse, il y a toujours de temps en temps des corrections qui permettent de nous redonner des valorisations sympas. Donc je continue d'être patient. Et évidemment, si un jour je fais un achat, je ferai une vidéo plus détaillée sur l'entreprise. Et pour finir, si vous êtes intéressé par mon site que je suis en train de développer, qui devrait être disponible en février normalement, donc qui permet de faire les valorisations comme on vient de faire, qui permet de voir si une boîte est de qualité, qui permet de lire les 3 documents financiers et de voir la croissance de n'importe quelle donnée, ainsi que le business model des entreprises. Pour être prévenu, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!